L'équipe du CEPIAS vous propose ce diaporama qui a pour objet de vous aider à mettre en place la phase 3 dans votre établissement, qu'il s'agisse d'un établissement de santé ou d'un EHPAD. La phase 3 a pour objectif de prévenir l'engorgement des services de réanimation qui prennent en charge les patients en détresse respiratoire aiguë. La stratégie est organisée autour de 3 axes principaux. Premièrement, réserver les établissements de première ligne et aussi de deuxième ligne pour la prise en charge des formes sévères. Deuxième axe, organiser au mieux la prise en charge des formes modérées en ville. Et enfin, troisième axe, pour les résidents contaminés, faire en sorte que la prise en charge soit réalisée, si cela est possible, s'il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation, que cette prise en charge perdure en EHPAD. Donc, limiter l'hospitalisation dans les établissements de première ligne et de deuxième ligne aux seuls patients qui présentent les formes sévères nécessite une évaluation médicale et la recherche de critères de gravité que vous avez ici. Et en plus de cette évaluation clinique, il faut aussi qu'il soit pris en compte, rechercher certains facteurs de risque qui sont associés à un plus grand risque de développer une forme grave d'infection. Donc cette évaluation initiale devant tout cas comporte les données cliniques et cette recherche de facteurs de risque est essentielle. Elle peut être complétée par des tests diagnostiques. Contrairement à ce qui se passait en phase 2, les tests ne doivent pas être utilisés devant tout cas suspect, mais réservés aux formes qui sont indiquées sur cette liste, c'est-à-dire à la fois des patients qui comportent soit des formes sévères, soit des facteurs à risque d'évolution vers les formes sévères, et aussi aux professionnels de santé. Ils ne doivent plus du tout être faits systématiquement en prévision d'une pénurie possible et qu'il faut absolument éviter. Nous avons dans les quelques diapositives qui suivent schématisé les conduites à tenir. Donc tout de suite sur cette diapositive, ce qui va fréquemment arriver en ville, avec la mise en évidence d'une symptomatologie débutante. Donc se pose immédiatement, soit pour la personne en elle-même à domicile, soit pour ses proches, d'évaluer la gravité. En présence de signes de gravité évidente, bien sûr, l'appel au 15 est nécessaire. À l'inverse, si la gravité n'est pas extrême, il faut appeler le médecin traitant. Dans les deux cas, les médecins vont réaliser une évaluation clinique, plus ou moins complétée par les prélèvements diagnostiques en fonction des données présentées dans les diapos précédentes. Finalement, on peut schématiser la suite par trois grandes possibilités. Dans le meilleur des cas, le patient reste à domicile et seul un suivi médical est nécessaire, le plus souvent téléphonique. Soit la forme est un petit peu plus complexe, mais néanmoins le patient peut rester à domicile et il est organisé des soins à domicile en hospitalisation à domicile. Soit la forme est déjà compliquée, sévère et l'hospitalisation est nécessaire et est décidée dans un établissement de première ligne ou de deuxième ligne. Deuxième cas de figure, la prise en charge d'un patient qui débute une symptomatologie alors qu'il est déjà dans un service clinique ou un résident en EHPAD. Donc là, dès la détection de ces premiers signes, il est absolument primordial de mettre en place très rapidement, le plus précocement possible, sans attendre les résultats de l'évaluation
cliniques, ni même s'il y en a des tests biologiques, bien évidemment, de mettre en place les précautions complémentaires, gouttelettes et contacts autour de ce patient. Et là, deux situations se présentent. Soit on a des signes de gravité, il y a nécessité d'hospitaliser, donc soit transfert en réanimation du patient, soit hospitalisation s'il s'agit d'un résident dans un établissement de première ligne ou deuxième ligne. Et à l'inverse, en absence de signes de gravité, le patient ou le résident reste sur place et donc sont pris en charge avec un suivi médical, avec évidemment respect des précautions complémentaires contact et gouttelettes. Pour ce qui concerne les patients, le retour à domicile devra être décidé dès que l'état du patient le permettra. À partir de 2 cas dans un même service, dans un même EHPAD, sur un même plateau, il est vraiment recommandé de considérer la gestion de l'épisode comme d'une épidémie. Cela facilitera la mise en place des précautions, leur respect surtout. Et il faut vraiment que ça soit très précoce et extrêmement suivi quotidiennement pour éviter la diffusion rapide du Covid dans l'établissement. Pour ce qui concerne l'évaluation et la suite, c'est tout à fait semblable à ce qui se passe pour un cas isolé. La seule chose qui est plus particulièrement décrite dans les documents du ministère, c'est le fait de faire des prélèvements systématiques à partir du moment où vous avez 3 cas. Nous avons voulu rajouter sur cette diapositive la possibilité d'utiliser le même masque pour lorsque l'on passe de chambre en chambre, lorsque vous êtes dans ce cas de figure, afin d'éviter la pénurie de masques et de prendre en compte la réalité du terrain. Troisième cas de figure, celui de la prise en charge d'un professionnel de santé suspect. Donc là, sur cette diapositive, on a le cas d'un professionnel qui donc est au travail et qui soudainement a des symptômes d'infection respiratoire. Donc immédiatement, le plus précocement possible, évidemment, il est nécessaire que ce professionnel commence le port du masque, un masque chirurgical. Comme vous avez pu le voir dans les diapositives précédentes, le fait d'être un professionnel de santé et cas suspect est une indication au prélèvement diagnostique. Donc cela va être fait dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Et là, de deux choses l'une, soit les résultats sont Covid négatifs, et à ce moment-là, en fonction de la clinique, il n'y aura pas d'arrêt systématique du travail. La personne pourra rester en poste si elle le peut, et si c'est le cas, devra porter un masque chirurgical jusqu'à 48 heures après l'arrêt de ses symptômes. Par contre, si le test Covid-19 est positif, là, le professionnel est arrêté pour une durée de 14 jours. Et il convient à ce moment-là de faire une recherche des soignants contacts, donc d'en faire la liste. Alors les soignants contacts, ce sont ceux qui ont été en contact avec ce professionnel cas Covid-19 la veille de l'apparition des signes. Ensuite, quand vous avez déterminé cette liste de soignants contacts, eh bien, il convient que ces soignants portent un masque pendant 14 jours, à compter de la veille de l'apparition des signes, et qu'ils réalisent une autosurveillance. Alors, je vous ai remis les fiches qui montrent les précautions complémentaires, contact en établissement de santé, en EHPAD, ou encore la fiche qui montre les précautions complémentaires respiratoires. Donc n'hésitez pas à aller les rechercher sur notre site internet. Dans l'onglet documents outils, vous les trouverez facilement et elles pourront vous faciliter le travail pour aller faire la promotion de ces précautions dans les services. Il y a un petit peu de nouveau sur les masques.
Pour tenir compte des risques de pénurie, il convient absolument que les masques chirurgicaux ne soient pas utilisés ni gaspillés de façon importante, puisque sinon on va être très vite dans une situation très complexe. Donc, il est autorisé de façon tout à fait exceptionnelle à porter ces masques pour une durée inhabituelle qui peut aller jusqu'à 4 heures. La problématique est que les professionnels comprennent bien que pour que ces masques soient toujours protecteurs pour eux et qu'ils ne soient pas au contraire à l'origine de transmission croisée, il faut que ces masques qui vont être portés donc, pour cette durée ne soient absolument pas mobilisés, c'est-à-dire que les masques doivent rester en place. Les professionnels ne doivent pas les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et tant que en particulier les masques ne sont ni humides ni détériorés, et en particulier les attaches ne sont pas détendues, et que le masque est bien positionné, on peut donc le porter pendant cette durée. Je profite aussi de cette diapositive pour dire que l'utilisation de masques en tissu est complètement proscrite. On a une augmentation de la durée possible d'utilisation aussi qui a été établie pour les FFP2. Donc vous savez que ces FFP2 doivent être exclusivement réservés à des gestes invasifs pour lesquels, là pour le coup, il est essentiel que les professionnels les portent, en particulier pour les gestes d'intubation, d'extubation ou encore pour le prélèvement diagnostique. Puisque là, le FFP2 est vraiment nécessaire par rapport aux inoculums qui peuvent être mis exposés face aux professionnels. C'est vraiment important qu'il soit utilisé et qu'il soit très bien positionné. Donc la durée d'utilisation peut aller jusqu'à 8 heures avec les mêmes contraintes, les mêmes limites que celles qui ont été données pour le masque chirurgical, c'est-à-dire que ces masques doivent être intègres, ils doivent être secs et ils ne doivent pas être mobilisés parce que c'est en les touchant et en les manipulant que les professionnels risquent de se contaminer les mains et de contaminer les surfaces et donc de favoriser finalement la transmission croisée plutôt que de la diminuer. On a repris cette diapositive qui est importante et qui concerne plus particulièrement les services de réanimation. Vous savez que les recommandations que vous voyez ici proposent l'utilisation plus large du FFP2, mais il faut bien comprendre que c'est tout à fait intéressant dès lors que vous avez un bon nombre de patients Covid positifs dans les services. C'est facilitant et c'est vrai que dès que le nombre de patients à prendre en charge Covid plus est important dans un service, doit se poser la question du port quasiment continu du FFP2 pour les professionnels. Et en dehors de cette situation, il est vraisemblable que ça soit complètement suffisant d'utiliser les masques chirurgicaux. Je vous ai remis les liens pour aller chercher les informations. Donc là, on vous encourage à aller régulièrement voir les mises à jour. Dans ce diaporama, on a remis des données qui sont connues et qui vous permettent d'apporter des éléments explicatifs des mesures qui sont demandées. Donc rappelez-vous la présence dans les gouttelettes avec une survie importante du Covid-19 qui nécessite vraiment une prise en compte à la fois de l'hygiène des mains, des précautions barrières et puis l'importance du bionettoyage, la présence dans les selles et le fait que un bon nombre de personnes peuvent être peu symptomatiques, paucisymptomatiques ou asymptomatiques, dont une vigilance très très particulière à essayer de détecter
les personnes contaminées qui ne présentent que peu de signes, pour éviter la chaîne de transmission à l'intérieur de votre établissement. Bon, les formes, je vais passer vite. La mortalité aussi, vous êtes bien maintenant au fait de cela. La stratégie nationale, donc on est bien en train d'essayer de maintenir cette courbe en dessous du seuil de saturation de nos services. C'est vraiment l'enjeu de la phase 3 maintenant aussi. Les mesures barrières qui sont absolument importantes avec la nécessité d'avoir les stocks de produits, en particulier des chats, et donc ça vraiment, il y a une vigilance particulière pour que les personnels ne manquent pas du nécessaire pour mettre en place les précautions barrières. La solution pour aussi de dégrader pour les masques, alors pour l'instant il n'y a pas de pénurie, mais ce que l'on observe dans un certain nombre d'établissements, et en particulier dans les EHPAD aussi, c'est un mauvais usage, un usage excessif des masques chirurgicaux, et nous tenons à vous mettre au courant de cela, puisqu'il faut avoir une vigilance particulière, auquel cas, sinon, on va avoir une pénurie assez vite, et là, on aura des problèmes pour appliquer les précautions barrières. Donc il faut essayer d'amener beaucoup de rassurer les professionnels, amener des informations correctes, et essayer d'enrayer le mésusage des masques. L'entretien des locaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est le moment d'essayer de renforcer, et en tout cas, bien sûr, ça va être d'autant plus vrai autour d'un cas, et encore plus dans une situation d'épidémie, de renforcer ce bio-nettoyage pour faciliter l'application des précautions barrières et éviter la diffusion très rapide. Et puis, oui, ça c'est une diapositive qui aurait pu être plus tôt. Donc le mode opératoire pour fabriquer les SHA, il ne faut pas attendre, si ce n'est pas déjà fait, mettre votre pharmacien dans la boucle pour qu'il puisse déjà commencer à organiser cette fabrication sur site.